Bonjour, je m'appelle François Barcy et je vais vous parler de la domestication des plantes. Donc, nous allons commencer par des exemples de plantes en comparant les espèces ancestrales et les espèces domestiquées. Nous parlerons ensuite de la façon dont la domestication a affecté la société des hommes. Et puis, on essaiera de revenir un peu dans le passé pour tenter de comprendre comment la domestication a pu se faire, comment elle a pu se diffuser. Enfin, dans une dernière partie, nous examinerons les conséquences au niveau génétique de la domestication des plantes. Donc on va commencer de façon assez légère. À chaque fois, je vais vous montrer deux plantes. D'abord la variété ancestrale, et votre tâche sera d'essayer de deviner quelle est la variété moderne, la variété domestiquée qui correspond à cette variabilité ancestrale. Donc on commence par des choses relativement faciles. Voilà, là vous avez le fruit ancestral, et vous devez deviner ce dont il s'agit en version domestiquée. Bien sûr, vous l'avez tous vu, il s'agit de la banane, la grande différence étant que dans les bananes ancestrales, il y avait des graines, alors que les bananes modernes, elles ont des tout petits points noirs, mais euh, les grosses graines ont disparu. Voici un deuxième exemple de fruit que vous reconnaissez peut-être. Là, vous pouvez faire des propositions, et la réponse, c'est qu'il s'agit de pommes. On dit parfois qu'il s'agit de cerises à cause de la taille du fruit, mais si on regarde bien la forme des feuilles, par exemple, ça ressemble plus à des feuilles de pommier. Et là, ce que l'homme a sélectionné, c'est bien sûr la taille du fruit. Euh, Voici un nouvel exemple. Est-ce que vous arrivez à deviner ce dont il s'agit? C'est pas non plus très difficile. Là, ce qui a changé, c'est à la fois la forme et la couleur. Il s'agissait de Docus carota, qui est la carotte. Donc les carottes ont beaucoup changé, bien sûr. On connaît les carottes oranges, mais on verra aussi, il existe d'autres carottes, des carottes jaunes, des carottes violettes. On continue avec un exemple un petit peu plus difficile. Voici. Donc évidemment, si je vous dis qu'il est difficile, c'est qu'il y a un piège. Il s'agit d'une plante de la grande famille des Solanacées, qui comprend la pomme de terre, le tabac, la tomate et l'aubergine. Et ici, si vous regardez bien, il ne s'agit pas de la tomate, mais il s'agit de l'aubergine qui a été domestiquée, qui a pris cette forme-là. Les feuilles sont des feuilles de basilic ici, hein, c'est pas des feuilles d'aubergine. On continue nos petites devinettes. Là, vous avez Prunus persica. Est-ce que vous pouvez deviner le fruit moderne correspondant? C'est pas si facile. Il s'agit de la pêche. Et vous pouvez voir d'énormes différences entre la pêche ancestrale et la pêche moderne. Si on les résume sur ce schéma ici, vous voyez la taille. Le fruit est beaucoup plus gros aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de chair aujourd'hui qu'il n'y en avait avant. Et puis dans la forme ancestrale, on avait une peau qui était cirée avec un fruit au goût parfois salé, parfois acide, parfois terreux. Pas très intéressant pour la consommation, parfois sucré. Et c'était des variétés qu'on trouvait seulement en Chine, alors qu'aujourd'hui, elles sont cultivées dans 13 pays. Il y a énormément de variétés de pêche, mais ces variétés sont assez homogènes par rapport aux trois variétés ancestrales qui étaient très diverses. On continue notre exploration avec Citrullus lanatus. Alors là, c'est pas très facile. Pour vous aider, je vous conseille de vous concentrer sur les graines qui ressemblent énormément aux graines d'aujourd'hui. Voici une deuxième étape dans la domestication issue d'une peinture, et là vous avez peut-être déjà deviné, puisqu'on commence à voir apparaître la chair rouge, et voici l'étape ultime, en tout cas celle qu'on consomme aujourd'hui, il s'agit de la pastèque. Vous pouvez voir qu'une des caractéristiques de la pastèque moderne, c'est d'avoir perdu la majorité de ses graines. Sur cette image, on voit un peu toutes les sortes de pastèques, des plus ancestrales aux plus modernes, donc on voit qu'il y a une énorme différence de taille, de couleur et effectivement de taux de graines. Donc la pastèque, elle aussi, elle a été énormément modifiée par sélection. À l'origine, elle était dure à ouvrir, elle était souvent très amère. Elle avait un composé qui provoquait des inflammations, qu'on retrouve aussi chez le concombre.
Et c'était des plantes qu'on trouvait surtout en Namibie, au Botswana, alors qu'aujourd'hui il y a 1200 variétés de pastèques et qu'on cultive dans énormément d'endroits du globe. Évidemment, le contenu en sucre est monté, c'est un fruit bien plus agréable à manger. On continue avec cette plante. Alors là, vous avez sans doute reconnu Brassica oleracea, vous avez sûrement reconnu certaines des espèces modernes, mais en fait, il y a plein de bonnes réponses possibles. Donc vous pouvez en essayer plusieurs. La plus simple, c'est le chou vert, mais également les choux-fleurs, les choux romanesco. Tout cela, ce sont des plantes qui sont issues de la même espèce, qui d'ailleurs constituent la même espèce, puisqu'on peut encore les croiser. Il s'agit de Brassica oleracea, et ça comprend aussi le brocoli, le chou de Bruxelles, le cal, le chou rave, tout ça, c'est exactement la même plante. Alors là, je vous donne directement la réponse. Vous avez la variété ancestrale de melon, qui est un fruit assez petit et bourré de graines, et le melon moderne. Bon, il reste pas mal de graines, on n'a pas réussi à les enlever toutes, mais on a énormément augmenté la quantité de chair, le taux de sucre, etc. Il a de nouveau une cucurbitacée, où on peut reconnaître la plante à ses graines. Alors c'était une plante qui était extrêmement amère, qui provoquait elle aussi des inflammations avec un composé appelé la cucurbitacine, qui est toujours utilisé en médecine, un composé très amer. Et la forme moderne de ce fruit, c'est le concombre, hein, où les graines sont toujours là, mais on a essayé de les limiter. Et puis le caractère amer également plus ou moins disparu. Alors là, je vous montre un exemple magnifique. C'est une graine qui nous vient du continent américain, et ça, c'est sa forme ancestrale, où on voit, là, on voit les graines vertes, et puis quand elles sont sèches, on voit une coque solide comme ça dans laquelle la graine est enfermée. Ça, c'est une plante qui a joué un rôle énorme dans l'essor des civilisations précolombiennes. Je ne sais pas si vous l'avez deviné, elle s'appelle la théocinthe, et c'est l'ancêtre du maïs, et on y reviendra assez largement. Alors le maïs lui aussi, à l'origine il est cultivé surtout en Amérique centrale, puisqu'il vient du Mexique, donc sous la forme de théocinthe, et on avait quelques graines dans une coque dure à ouvrir, et aujourd'hui on a un épi où les graines sont nues, on a des centaines de graines sur le même épi, et surtout on a un territoire de culture qui est immense, ça a été adapté quasiment à l'ensemble de la surface de la Terre. D'autres caractères qui ont été domestiqués également, et là c'est pas seulement chez le maïs, mais chez d'autres espèces comme par exemple le blé ou l'orge, c'est le fait que les graines ne se détachent pas. Donc là vous pouvez voir chez les variétés ancestrales, lorsque le vent souffle, les graines se détachent, et c'est normal puisque la graine elle sert aussi à la dissémination. Et donc si les graines restaient attachées, eh bien il y aurait très peu de dissémination. Par contre pour l'homme, il est essentiel de pouvoir récolter l'épi entier et de ne pas ramasser sous la plante des graines disséminées ou des graines ayant volé au vent. Et donc on a sélectionné des mutants qui ont une petite zone qui s'appelle la zone de déhiscence, qui provoque normalement la cassure de la graine et sa séparation. Et bien on a sélectionné des plantes chez lesquelles cette zone ne se développe pas et la graine reste accrochée. Là vous avez d'autres caractères de nature différente, avec des fibres de coton ancestrales et des fibres de coton modernes qui sont plus longues et qui sont moins colorées. Et puis un des champions de la domestication, c'est la tomate, puisque là vous avez une tomate ancestrale, une tomate moderne. Et en fait, déjà, si on regarde la taille du fruit, on a un facteur 1000 entre le volume des tomates ancestrales et le volume de nos plus grosses tomates. Mais on a également une architecture de la plante qui est très différente. Normalement, une plante de tomate, ça monte très haut, c'est un peu comme une liane, hein. Ça peut monter à plusieurs mètres avec des tas de petites grappes de tomates, et on a sélectionné des variants qui possèdent beaucoup moins de grappes, mais avec des fruits plus gros et mûrs un peu tous ensemble. Un autre cas qu'on trouve chez une céréale, l'orge en particulier, c'est le fait qu'il existe un variant chez l'orge qui n'a pas été sélectionné par la nature, qui existe dans la nature mais qui n'a pas pris le dessus sur les autres espèces. Par contre, dans les champs de l'homme, là c'est celui-là qu'on a sélectionné. C'est un épi d'orge qui possède 3 fois plus de grains que l'épi normal. Donc ça c'est la variété ancienne. Et là vous avez le triplement du nombre de graines. Donc ça c'est très utilisé, sauf pour faire de la bière où on a conservé l'orge à un seul grain, à 2 rangées plutôt que 6 rangées.
Et les céréales modernes, celles qui poussent dans nos champs aujourd'hui, ce qu'on a sélectionné dans les années 50, 60, 70, ce sont des variétés qu'on appelle naines. Alors vous pouvez voir, c'est pas non plus beaucoup plus petit que les variétés normales, mais en fait ce sont des variétés qui résistent beaucoup mieux à un phénomène qu'on appelle la verse et qui se produit quand il y a trop d'engrais ou quand il y a trop de pluie ou quand il y a trop de vent. Et en fait la verse, lorsqu'on a commencé à avoir des céréales avec des épis beaucoup plus gros, avec plus de grains, des grains plus lourds, en particulier aussi grâce à la mécanisation, grâce aux engrais, eh bien on s'est rendu compte que la verse était très très néfaste, qu'il y avait des grosses pertes de récolte, et donc on a sélectionné des variétés plus petites qui supportaient mieux ces gros épis. Il y a un monsieur qui a joué un rôle absolument central dans cette sélection, c'est Norman Borlaug, qui a eu le prix Nobel de la paix. Bon, il n'existe pas de prix Nobel d'agronomie ni même de biologie. Et c'est monsieur Borlaug qui, en propageant ce genre d'espèces à la fois en Amérique et en Asie, et donc en aidant les populations dans leur alimentation, a eu le prix Nobel de la paix. Donc là, on a fait un petit tour d'horizon des caractères qui ont été domestiqués par l'homme. Si on résume ça sur ces deux plantes, à la fois pour les fruits et pour les graines, on peut dire qu'on a sélectionné des tas de caractères différents, des plantes plus petites, des fruits et des graines qui restent attachés à la plante, des plantes qui ont des architectures comme la tomate qui sont différentes, des couleurs différentes. On a sélectionné aussi des plantes capables d'être cultivées dans des tas d'environnements différents dans le monde entier, avec des fruits plus gros, avec des graines plus grosses et avec des qualités nutritives ou un goût meilleur, plus sucré, moins amer, etc. Donc, en gros, quels ont été les effets de la domestication? Eh bien, la domestication, ça a consisté à sélectionner de façon répétitive, parmi la diversité naturellement présente chez les espèces de plantes, des variants qui présentent des avantages à la fois pour le cultivateur et pour le consommateur. Et donc on est vraiment dans le cadre de la théorie darwiniste, où en fait on impose une pression de sélection, et c'est seulement les individus qui répondent le mieux à cette pression de sélection qui vont se propager le plus efficacement. Et donc si on impose d'avoir des grains de plus en plus gros, eh bien petit à petit, ne vont être cultivées que les variétés aux grains les plus gros. Et donc ce que Darwin a observé pour la sélection par la pression naturelle du milieu, exactement les mêmes principes s'appliquent. Et d'ailleurs, Darwin a été très inspiré par la domestication à la fois des plantes mais des animaux, comme les pigeons domestiques par exemple, qui lui ont inspiré une partie de sa théorie. Alors comment ça a pu se passer? On imagine bien que lorsque les hommes étaient chasseurs-cueilleurs, ils ne se sont pas dit tiens, je préférais avoir un champ plutôt que de me promener dans la nature et de récolter ce qu'elle veut bien me donner. Donc on pense qu'au début, ça s'est fait de façon tout à fait involontaire. En fait, ce qu'on imagine sur les chasseurs-cueilleurs, c'est pas seulement de l'imagination, puisque ça peut se voir chez des populations qui sont toujours chasseurs-cueilleurs aujourd'hui, c'est qu'en fait on a des populations qui sont nomades, mais qui, tous les 5 ans, tous les 10 ans, reviennent sur les mêmes territoires, parce qu'elles savent que ce sont des territoires qui sont assez riches en plantes comestibles ou en animaux. Et donc on peut penser qu'il y a des camps temporaires qui servent une année, et puis ensuite les populations se déplacent, mais peut-être que 10 ans après, elles reviennent sur le même camp saisonnier. Si la première fois qu'elles ont occupé ce camp temporaire, les populations ont sélectionné dans l'environnement les fruits les plus gros, les fruits les moins toxiques, les plantes qui ont fleuri en premier, qui ont germé en premier, et bien lorsqu'ils vont laisser tomber les graines autour de leur camp, et bien quand ils vont revenir 10 ans après, on aura plus spécifiquement autour de ce camp des fruits de grande taille, des plantes qui germent vite, des plantes qui fleurissent vite, ou des graines non toxiques. Si on prend par exemple le cas de l'amandier, les amandes à l'origine elles étaient extrêmement toxiques puisqu'il y avait du cyanure et donc les amandes sauvages étaient capables de vous tuer. Eh bien, un beau jour, il y a sans doute eu une mutation, et on connaît aujourd'hui, ça a été très bien étudié, on connaît les mutations dans les gènes de biosynthèse de ce composé toxique qui ont eu lieu. Peut-être les hommes l'ont repéré parce que, je ne sais pas, parce que peut-être des oiseaux étaient en train de les manger. Et donc s'ils ont récolté ces amandes, qu'ils ne les ont pas toutes mangées, que certaines sont tombées
de leur panier autour du camp, eh bien tous les amandiers qui ont poussé autour du camp étaient des amandiers non toxiques. C'est pareil pour les graines de céréales qu'ils récoltaient. S'ils avaient récolté les plus grosses graines de céréales ancestrales, on peut imaginer qu'autour du camp, il y aura que des graines un peu plus grosses. On sait en particulier que les hommes souvent faisaient brûler les forêts parce que ça facilitait la chasse, et donc on peut facilement imaginer que ces anciens bois ou forêts ont été petit à petit remplacés par des champs de céréales. Donc tout ça c'est fait de façon inconsciente, mais sans le savoir, l'homme a appliqué cette pression de sélection sur des fruits, des graines qui conféraient des avantages à la récolte et à la consommation. Et ça a eu des conséquences énormes sur notre société, puisqu'on est passé petit à petit de sociétés de chasseurs-cueilleurs, où les gens passaient beaucoup de temps à rechercher leur nourriture, à la fois par la cueillette et par la chasse. Ils avaient une très bonne connaissance du milieu, des territoires, des propriétés des plantes et des animaux. On pense qu'ils couvraient des très grands territoires, donc ils avaient besoin de grands territoires pour se nourrir. Et on est passé petit à petit à une société où certaines personnes se sont spécialisées dans la culture des plantes, dans l'agriculture, ce qui a dégagé du temps pour d'autres personnes pour élaborer des langages, pour élaborer la science, la technologie, du temps aussi pour l'art, pour la religion. On pense également que lorsque l'homme a commencé à faire des réserves de graines qui lui servaient à traverser l'hiver, eh bien, il a fallu protéger ces réserves et que ça a pu également être à l'origine de la structuration de la société avec des gens qui s'occupent plus de la protection, comme des militaires, avec des chefs, etc. Ça a eu bien évidemment aussi des conséquences sur les animaux, puisque par exemple, lorsqu'on voulait protéger les graines, eh bien, il fallait éviter qu'elles soient mangées par les rats, et la domestication du chat en particulier a été très importante pour se protéger des rats, à la fois dans les maisons, mais aussi sur les bateaux. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez lire des livres assez fantastiques sur ce sujet-là. Donc il y a le livre à l'origine de Jared Diamond, qui en anglais s'appelle Guns, Germs and Steel, qui a eu le prix Pulitzer pour ce livre. C'était vraiment la première fois qu'on mélangeait comme ça de la biologie, de l'histoire. C'est vraiment un livre formidable, un peu long à lire. Après, il y a eu une deuxième version, disons, avec beaucoup d'idées nouvelles, écrites par Yuval Noah Harari, qui s'appelle Sapiens. Et puis, si vous ne voulez pas lire ces deux gros pavés, vous pouvez regarder la très jolie petite vidéo de 10 minutes sur une chaîne qui s'appelle Kurzgesagt, que je vous recommande chaudement et qui possède d'ailleurs des tas de vidéos sur des sujets extrêmement bien documentés. Donc, ces foyers de domestication, ils ont été très importants et ils ont permis à la population de se multiplier. Effectivement, les chasseurs-cueilleurs, ils avaient moins d'enfants, ou ils en avaient autant, mais ils n'avaient pas autant qui survivaient. Ils avaient du mal à continuer à vivre et à nourrir des personnes âgées qui avaient du mal à se déplacer. Être une femme enceinte, c'était aussi un gros inconvénient. Et donc, c'était des populations où il y avait moins d'enfants par famille. Et la domestication des plantes et des animaux a permis de fournir plus de nourriture, de moins se déplacer. Et donc les populations se sont multipliées et les foyers de domestication correspondent assez bien aux foyers de peuplement. Si on regarde ici, on a en particulier des foyers de domestication extrêmement importants, comme par exemple l'Asie avec la Chine, le croissant fertile, ou l'Amérique centrale et l'Amérique latine. On peut constater aussi, quand on regarde les principaux centres de production agricole actuels, qu'il n'y a pas toujours coïncidence entre eux. L'Europe, par exemple, est un gros centre de production agricole, mais il y a eu relativement peu de choses qui ont été domestiquées en Europe. Et c'est le cas de plusieurs régions dans le monde, comme l'Inde en particulier. Si on regarde maintenant les plantes qui ont été domestiquées, effectivement, il y en a eu relativement peu en Europe. Là, vous voyez des exemples, mais voilà, la carotte, le poireau, la betterave à sucre, la moutarde. Si vous deviez imaginer la cuisine aujourd'hui en utilisant seulement les espèces qui ont été domestiquées en Europe, elle serait beaucoup moins riche et beaucoup moins colorée que celles que vous connaissez, en particulier parce qu'il y a énormément de plantes qui sont entrées dans notre consommation courante et qui viennent d'Amérique. C'est le cas de solanacées comme la tomate, les aubergines, les poivrons, les pommes de terre, mais aussi de cucurbitacées comme les courges, les courgettes, et puis les haricots, les avocats, le maïs, les piments. Tout ça sont des plantes qui nous ont été amenées d'Amérique. Et puis quand on considère aujourd'hui
certaines recettes de la cuisine typique méditerranéenne, en fait, elles sont méditerranéennes, mais depuis relativement peu de temps, puisque la plupart de ces légumes ont été apportés d'Amérique. Alors, ce qui est très bien raconté par Jared Diamond dans son livre, et également dans un article publié dans le journal Nature, oui, dont j'ai extrait cette figure, c'est qu'en fait, selon là où les peuples commençaient à se développer, eh bien, il n'y avait pas les mêmes animaux, il n'y avait pas les mêmes plantes, et il n'y avait pas la même facilité à les domestiquer. Donc là, vous avez par exemple le cheval ou le zèbre. Eh bien, ce que raconte Jared Diamond, c'est que on sait que les populations africaines ont fait des tentatives répétées de domestiquer les zèbres ou de domestiquer les antilopes. Mais il se trouve que ce qui a marché pour le cheval n'a pas marché pour le zèbre. Ce qui a marché pour l'auroch et qui a donné nos vaches modernes n'a pas marché pour le buffle, par exemple. Ce qui a marché pour le renne n'a pas marché pour l'élan. Et donc, selon où vous habitiez, eh bien, vous aviez à votre disposition des animaux domesticables ou des animaux plus difficilement domesticables ou des plantes, comme je vous ai donné l'exemple de la menthe qui a été domestiquée, qui était très toxique, qui ne l'est presque plus. Eh bien, le cas du chêne et du gland, par exemple, on n'a pas domestiqué les glands, qui constituent pourtant une source de nourriture abondante. Eh bien, on ne les a pas domestiqués, et le gland reste quelque chose qu'on donne à manger aux cochons, mais qu'on ne consomme pas nous-mêmes. Un autre paramètre intéressant, et qui est pas mal développé par Harari dans son livre Sapiens, c'est qu'en fait, les territoires où les hommes ont vécu sur des très grandes périodes avec les animaux, il y a eu comme ça une habitude des animaux de vivre avec les hommes et une habitude des animaux de se méfier des hommes. En particulier en Afrique, même si l'homme n'est pas très impressionnant, les animaux se sont habitués au danger que représente l'homme, du fait de son intelligence, du fait de ses armes. Par contre, dans les territoires comme l'Océanie ou l'Amérique, où l'homme est arrivé tardivement, eh bien, on sait, d'après les restes fossiles, qu'il y a des tas d'animaux qui constituaient des sources de nourriture abondantes, mais qui ont été décimés par les hommes, qui n'ont pas été domestiqués, parce qu'en fait, en les chassant, les hommes les ont fait disparaître complètement. Et c'est sans doute le cas de ce gros mammifère qui s'appelle le diprotodon, qui représente une grosse part de nourriture. Et lui, il n'a pas été domestiqué, il a simplement disparu au fur et à mesure que les hommes ont descendu sur le territoire américain dont ils étaient arrivés par le nord. Un autre point qui est important, c'est que la domestication, elle ne s'étend pas aussi facilement dans toutes les directions. Et qu'elle s'étend très facilement d'ouest en ouest, et ce qui a été domestiqué en Chine ou dans le croissant fertile a facilement voyagé. Par contre, c'était beaucoup plus dur du nord au sud. Ça peut être dû à des obstacles comme ici, par exemple, le Sahara. Ça peut être dû là aux différences de climat, différences d'altitude, mais il y a aussi des caractéristiques qui sont propres aux plantes et qui font que le voyage des plantes d'est en ouest est plus facile que du nord au sud. Pour vous l'illustrer, je vais vous donner le cas d'une plante qui n'est pas une plante qu'on consomme. C'est l'exemple d'un arbre, comme le peuplier. Vous savez tous qu'à l'arrivée de l'automne, les plantes, les arbres en particulier, vont perdre leurs feuilles et vont protéger leurs bourgeons dans des écailles un peu gluantes comme ça, qui vont leur permettre de passer l'hiver. Et c'est seulement au printemps que les arbres vont commencer à retrouver une activité dans ce qu'on appelle les méristèmes, les structures qui produisent les feuilles et les tiges, et ils vont commencer à pousser à nouveau. Donc à l'automne, les arbres, entre guillemets, se préparent à l'arrivée de l'hiver, ils perdent leurs feuilles, ils arrêtent de pousser et ils protègent leur structure méristématique. Eh bien, la détection de l'automne, c'est-à-dire le moment où les arbres perçoivent ce signal de l'hiver qui arrive, il va dépendre si les arbres poussent en Allemagne, par exemple, s'ils poussent au Danemark ou s'ils poussent dans le nord de la Suède. Et en fait, le nombre d'heures de nuit qui vont déclencher cette entrée en dormance des bourgeons, elle est très différente entre des arbres qui vont pousser en Allemagne et qui vont pousser en Suède. En Suède, dès que les nuits sont plus grandes que 2 ou 3 heures, les arbres commencent à perdre leurs feuilles. En Allemagne, au contraire, il faut que la nuit soit plus grande que 7 ou 8 heures pour que les arbres commencent à perdre leurs feuilles. C'est-à-dire que le signal qui indique à la plante qu'il est temps d'entrer en dormance, il est très différent entre les arbres qui vivent au nord et les arbres qui vivent plus au sud. Donc en gros, le signal que l'hiver arrive, comme c'est souvent répété dans une série bien connue, il est différent. Alors quelles sont les conséquences? Eh bien les conséquences, c'est que si vous prenez un arbre allemand et que vous le remontez, que vous le plantez dans le nord de la Suède,
il va attendre que les nuits soient plus grandes que 8 heures pour commencer à entrer en dormance. Et en fait là, c'est déjà trop tard, les gelées arrivent et cet arbre meurt, il meurt de gel. A l'inverse, si vous prenez un arbre suédois et que vous le descendez en Allemagne, il ne va pousser que si les nuits sont plus grandes que 21 ou 22 heures, ce qui n'arrive jamais en Allemagne, et donc il ne va jamais pousser. Donc ça illustre bien qu'on ne peut pas, comme ça, facilement déplacer un arbre du nord au sud ou du sud au nord. En vérité, les bûcherons qui veulent gagner quelques semaines de croissance, surtout en période de réchauffement climatique, ils le savent depuis longtemps. Ils ne connaissaient pas les mécanismes moléculaires à l'œuvre, mais ils savent qu'on peut prendre des arbres et les remonter de quelques degrés, ce qui fait qu'ils vont pousser un peu plus longtemps à l'automne, et qu'au bout de 40 ou 50 ans, eh bien, on va gagner un peu de bois sur ces arbres-là. Donc la domestication ne s'est pas étendue aussi facilement dans toutes les directions, et ça a favorisé ce grand continent eurasien. Et une des raisons, ça c'est très bien expliqué par Jared Diamond, une des raisons pour lesquelles les populations eurasiennes ont relativement facilement conquis les territoires dans lesquels ils sont arrivés, comme le territoire africain, le territoire américain ou l'Océanie, c'est en grande partie grâce à la domestication qui s'est diffusée très facilement sur tout le continent eurasien et qui a apporté des plantes domestiquées à un endroit ou à un autre sur tout ce grand territoire. Ce qui a permis, c'est le titre du livre de Jared Diamond, Guns, Germs and Steel, ce qui a permis de développer de l'acier, de développer des armes. Et puis le terme germs, il est du fait que le fait d'avoir domestiqué des animaux, ça nous a aussi contaminé avec des maladies animales. Et donc petit à petit, on a eu une immunité qu'on appelle l'immunité de troupeau, où l'ensemble de la population était résistante à ces maladies. Et quand on est arrivé sur les territoires, comme par exemple sur le territoire américain, eh bien on a contaminé les populations locales qui sont mortes massivement. Et ça, c'est une conséquence indirecte de la domestication des animaux et du fait qu'en Eurasie, on vivait très proche des animaux qui nous ont donné des maladies comme les vaches, les cochons ou les poules par exemple. Donc la domestication, ça a été vraiment un profond transformateur des sociétés humaines, je veux dire pour le meilleur et pour le pire, quand on s'est confronté à des territoires complètement nouveaux. Alors maintenant, on va s'intéresser à un cas particulier, qui est un cas extrêmement important, c'est le cas des céréales. Vous le savez peut-être, les céréales comme le riz, le blé ou le maïs constituent un apport extrêmement important en nourriture pour les populations terrestres, et on trouve aujourd'hui beaucoup plus de blé que si cette plante n'avait pas été domestiquée par l'homme, si elle était restée à l'état d'une petite céréale. En fait, c'est un énorme succès évolutif pour les céréales, et en grande partie parce que l'homme s'en est occupé. Et donc il y a une plaisanterie un peu classique qu'on peut faire, c'est que voilà, il y a beaucoup plus d'hommes sur Terre grâce à la domestication de la vache et du blé, mais il y a aussi beaucoup plus de blé, beaucoup plus de vaches, donc on peut vraiment se demander qui a profité de qui et qui a domestiqué qui, puisque finalement le blé a réussi à motiver les hommes pour le multiplier, et c'est grâce à nous que le blé est si nombreux sur Terre. Bon, dans cette chaîne-là, on sait bien quand même qui mange qui à la fin, et donc on sait que le moteur de l'évolution, le moteur de la domestication, c'était quand même surtout là. Alors si on regarde les formes ancestrales de ces céréales, je vous ai dit en introduction, il y en a une qui est absolument fantastique, c'est l'exemple de la théocinthe qui a été changée petit à petit en maïs. Donc la théocinthe, c'est cette plante qui est très buissonnante, avec des tas de tiges, et en fait sur ces tiges, on retrouve plein de petits épis, et ces épis comportent le maximum une dizaine de grains, et chaque grain, elle est enfermée dans une coque solide, ce qui est un gros avantage pour la plante dans la nature, puisqu'elle ne va pas être facilement digérée par les animaux, elle va pouvoir comme ça être disséminée, attendre plusieurs mois, voire plusieurs années sous terre, avant que l'enveloppe se fragilise, et puis germer de façon très étalée dans le temps. Alors que l'homme, lui, pour sa culture, il a envie de plantes qui sont faciles à manger, et puis aussi qui vont germer toutes ensemble, alors que si vous semez comme ça des coques très solides, et que certaines germent la première année et certaines la 10e année, c'est vraiment pas intéressant pour l'agriculture. Donc l'homme a sélectionné des plantes comme ça qui conviennent beaucoup mieux à son agriculture, et c'est ce qui a été fait chez le maïs, et ça a eu un rôle extrêmement important dans les populations précolombiennes. On sait que pour la nourriture des populations précolombiennes, il y a eu deux plantes qui étaient extrêmement importantes, il y avait la pomme de terre et le maïs a été crucial pour les Mayas, pour les Aztèques, les Incas, etc. Il était d'ailleurs surnommé le grain des dieux, et on retrouve aujourd'hui
dans des œuvres d'art, dans des cérémonies, qui a un culte qui est voué au maïs. On le voit très bien aussi sur des petites statuettes qui ont été conservées. Vous avez ici des petits épis de maïs sur par exemple cette divinité aztèque ou sur ces petites statuettes-là qu'on peut voir au musée des Arts Premiers à Paris en particulier. Et donc ça, on sait, alors grâce à ces objets d'art, mais aussi grâce à des restes archéologiques, on sait en fait à peu près quelles ont été les étapes intermédiaires de la domestication du maïs, et on sait très bien qu'on n'est pas passé immédiatement d'un petit épi de théocinthe comme ça à un gros épi de maïs. Il y a eu des tas d'intermédiaires. Et en fait, en faisant un croisement entre la théocinthe et le maïs, les scientifiques ont pu démontrer qu'effectivement, il s'agissait de la même espèce. Et dans la deuxième génération issue de ce croisement, on a vu dans le champ apparaître des tas de formes d'épis de maïs différents, des tas de formes d'architecture de plantes. Et dans ces différentes architectures, on a retrouvé ce qu'on avait vu dans les restes archéologiques, ce qu'on avait retrouvé sur les statuettes, c'est-à-dire on a retrouvé les états intermédiaires de la domestication. Donc là, c'est juste pour vous montrer un peu la diversité des variétés de maïs, avec des tas de couleurs différentes, avec des tas de formes. Et ce qui est important d'avoir en tête, c'est que quand on domestique, en fait, on part de variétés ancestrales qui sont extrêmement diverses, avec des petits grains, des gros grains, des grains de formes différentes. Et au fur et à mesure qu'on domestique le maïs, on va augmenter la taille du grain, on va appliquer une pression de sélection. Mais en faisant ça, on va aussi homogénéiser, je vous avais dit tout à l'heure, il y avait quelques variétés ancestrales extrêmement hétérogènes, et puis en le domestiquant, on va homogénéiser, on va avoir peut-être 200 variétés de maïs, mais au sein de ces variétés, on a très peu de diversité, on a des gros grains qui se ressemblent beaucoup. Alors le maïs, on n'a pas seulement joué sur la taille du grain, on a aussi joué sur l'architecture de la plante, et ça a été très bien étudié au début des années 2000, c'est d'ailleurs le premier gène de domestication qui a été isolé, c'est-à-dire qui a été identifié, c'est-à-dire qu'on a réussi à trouver dans les chromosomes de la théocinthe un gène qui a été extrêmement important pour conférer au maïs moderne la forme de la plante. Je vous ai dit, la théocinthe c'était une plante qui était extrêmement buissonnante avec des tas de tiges, alors que le maïs moderne, lui, on le sème dans les champs, c'est une seule plante bien droite et seulement 2 ou 3 épis. Eh bien, il existe un gène qui est présent à la fois chez le maïs moderne et chez la théocinthe ancestrale. Il existe un gène qui s'appelle TB1, Théocine T branch 1, peu importe son nom. Et en fait, ce gène-là, il existe sous deux formes. Une forme relativement faible et une forme beaucoup plus forte, avec une activité très forte. Et en fait, la fonction de ce gène, c'est d'empêcher la croissance des branches latérales. Donc lorsqu'il est peu actif, comme chez la théocinthe, alors les branches poussent. En revanche, il y a une séquence sauteuse qui s'appelle un transposon qui est tombé devant ce gène chez les variétés de maïs. Ça a stimulé son activité, il est beaucoup plus actif, et là, il empêche la croissance des branches. Donc ça, c'est une explication, disons, à la fois génétique et moléculaire de ce que l'homme inconsciemment a fait en sélectionnant des plants de maïs qui soient comme ça, tout droit, alors que le plant de théocinthe ancestral était très buissonnant. On peut faire la même chose avec la caractéristique de la graine nue. Je vous ai dit que la théocinthe avait des grains qui étaient enfermés dans une coque solide, alors que le maïs a une graine qui est nue. Eh bien, on a réussi à identifier sur les chromosomes du maïs et de la théocinthe un gène qui s'appelle TGA1, qui est en partie responsable de la graine nue. Et si on introduit la version du maïs dans une plante de théocinthe, on n'a pas un grain complètement nu, mais vous voyez ici, on a une ouverture, donc on a une graine qui est un petit peu accessible, donc qui est plus facilement accessible. Et si on imagine les civilisations précolombiennes qui cultivaient sans doute le maïs, la théocinthe sous sa forme ancestrale, c'est-à-dire avec la coque solide, et qu'il fallait casser cette coque, peut-être avec des pierres, c'était des populations qui n'avaient pas d'acier, qui n'avaient pas de métal très dur, elles avaient beaucoup d'or, mais pas de métal dur, eh bien on peut imaginer que le jour où est apparu dans un champ un premier variant qui affectait le gène TGA1, et que les graines étaient maintenant à moitié ouvertes et la coque facile à séparer, on peut imaginer que les populations d'agriculteurs à cette époque-là, elles se sont mises à cultiver celui-là, elles se sont rendues compte que les champs ne produisaient plus que des graines à moitié ouvertes, et donc ça a dû sans doute envahir les cultures, et puis un beau jour, il y a peut-être une deuxième mutation qui a provoqué le retrait complet dans l'enveloppe, et donc petit à petit, on est arrivé au maïs nu moderne. Et aujourd'hui,
en faisant des séquençages sur des restes archéologiques, en fait, on est en train de reconstituer petit à petit l'histoire du passage de la théocinthe au maïs. On est en train de reconstruire l'historique de ces mutations qui se sont accumulées, TGA1, TB1, etc., et de comprendre l'histoire évolutive du maïs. Donc, quand on voit ces deux plantes qui sont assez différentes, il y a même eu pas mal d'années pendant lesquelles on ne savait pas qui était l'ancêtre du maïs, on ne connaissait pas la plante sauvage. Les gens ont mis vraiment du temps avant de comprendre qu'il s'agisse de la théocinthe. Lorsqu'on les regarde, qui sont des plantes très différentes, on peut vraiment se poser la question de quelle est la meilleure. Si je vous pose la question, c'est parce qu'en français, on appelle ça amélioration des plantes, et donc on considère vraiment que le maïs est une forme améliorée par rapport à la théocinthe. Néanmoins, si vous réfléchissez au contexte de la nature, une plante comme ça dans la nature, elle a très peu de chances de survivre, puisque les graines restent toutes ensemble, aucune dissémination, elles sont tout de suite accessibles aux prédateurs, l'homme, mais pas seulement, elles sont accessibles aux rongeurs qui vont les manger, elles vont pourrir sur place. Et donc, cette plante-là, elle est beaucoup moins adaptée à la nature que ne l'était l'ancêtre théocinthe, mais par contre, dans un champ, elle est tout à fait adaptée. Et on peut faire un parallèle entre la domestication de la théocinthe et la domestication du loup. On sait que tous les chiens qui vivent aujourd'hui dans notre civilisation, ils sont issus d'une seule et même espèce qui est celle du loup. Et vous pouvez imaginer que ces animaux-là, ils ne sont pas du tout en danger dans notre société, mais si on les relâchait dans la nature, certains auraient beaucoup de mal à survivre, et je donne pas cher de la peau de certaines variétés de chiens qui pourtant vivent très bien dans nos sociétés modernes. Et donc si on pousse la comparaison, le maïs, même s'il a été amélioré, c'est plutôt le chihuahua. Et la théocinthe, elle ressemble plutôt au loup, puisqu'elle a une capacité à survivre dans la nature qui est bien supérieure à celle de la version qui a été domestiquée par elle. Au niveau des chromosomes, j'ai commencé à vous le raconter avec le gène TB1 ou avec le gène TGA1, le gène de la graine nue, le gène du pot de branche. Et bien lorsqu'on fait une sélection, à chaque fois qu'on sélectionne un caractère, on va comme ça appliquer une pression de sélection sur une partie du chromosome. Là où les chromosomes étaient très divers, ce qui est montré ici avec les stries, petit à petit, on va introduire de l'homogénéité. Et à la fin, on va avoir des chromosomes qui seront beaucoup plus homogènes avec une absence de diversité. Donc on aura des variétés élites qui auront les caractéristiques que l'homme préfère, mais qui seront beaucoup moins hétérogènes. Si en sélectionnant par exemple les gros grains, on a sélectionné la sensibilité à une maladie, donc ça peut être une maladie qui n'était pas présente dans le territoire à l'origine, donc c'était pas très grave, on a sélectionné cette sensibilité, mais si la maladie arrive plus tard, eh bien toute notre population sera sensible à la maladie. Alors que la variété ancestrale, il y avait des individus sensibles, des individus résistants, eh bien dans la variété domestiquée, il est possible que tous les individus soient sensibles. Et ça, c'est des choses qui sont arrivées, hein. Par exemple dans la grande crise au 19e siècle en Irlande, par exemple, avec le mildiou de la pomme de terre qui a démarré l'exode massif d'Irlandais vers le territoire américain. Par exemple, c'est arrivé sur le phylloxéra de la vigne. En fait, en sélectionnant des caractères avantageux pour l'homme, avantageux pour les cultures, on peut très bien co-sélectionner, de par la liaison génétique, on peut co-les sélectionner et fixer des caractères désavantageux qui font que plus tard, lorsque des maladies se déclarent, eh bien, les plantes domestiquées sont beaucoup moins adaptées pour résister à ces maladies-là. Et donc on peut imaginer dans le futur, maintenant qu'on sait beaucoup mieux comment on a réussi à domestiquer ces plantes, on peut imaginer faire des nouvelles étapes de domestication où là on fera attention à éviter de co-ségréger, c'est-à-dire de sélectionner de façon simultanée certains traits qui peuvent se révéler néfastes. Donc après, voilà, là je vais finir juste par vous indiquer quelques techniques récentes d'amélioration. Tout ce qui a été fait dans le passé, ça a été fait un peu entre guillemets les yeux bandés, c'est-à-dire que les hommes sélectionnaient sans le savoir des différences sur les chromosomes, mais ils le faisaient simplement par les caractéristiques morphologiques, ou le goût, ou la couleur, ou l'absence de graines. Et puis petit à petit, ça dans les époques plus récentes, ça s'est énormément accéléré. On a compris qu'on pouvait utiliser des espèces qui étaient proches et un peu forcer les croisements pour avoir plus de diversité. On a compris qu'on pouvait utiliser ce qu'on appelle la vigueur hybride, par exemple en prenant deux parents très différents, on a une première génération qui est extrêmement vigoureuse. Ça, c'est beaucoup utilisé aujourd'hui pour produire des semences. On a aussi compris que plutôt que d'attendre que les mutations apparaissent dans les populations,
par des erreurs de réplication, par des séquences sauteuses, eh bien on peut introduire des mutations. Ça c'est largement utilisé depuis les années 50, où en fait on produit des mutations et ensuite on cherche des nouvelles caractéristiques morphologiques. Et puis vous avez sans doute entendu parler de la génération des plantes transgéniques, où là on peut commencer à mélanger des gènes qui viennent d'autres plantes ou qui viennent pas de plantes du tout, on peut les introduire dans les plantes. Et puis plus récemment, il y a une technique très précise, une sorte de technique chirurgicale qui a été inventée, qui s'appelle l'édition ou l'editing des génomes. Le nom scientifique c'est CRISPR-Cas9. Et on peut imaginer que l'utilisation de CRISPR-Cas9 va nous permettre d'aider à des étapes de redomestication en étant plus respectueux de l'environnement, en nécessitant moins de pesticides, moins d'insecticides, moins d'engrais, moins de fongicides, et de créer des variétés qui aient des caractéristiques plus proches de celles qu'elles avaient sous leur forme ancestrale, mais en ayant introduit quelques variants dans les gènes qui font que les tomates sont plus grosses ou que les pastèques n'ont plus de graines. Je vous remercie pour votre attention.